Le webinaire démarre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui vous est proposé par le club Petite Ville de demain dans le cadre de notre saison thématique Engager sa petite ville de demain dans un projet de santé globale. Nous avons en effet démarré cette nouvelle saison thématique sur la santé puisque vous savez que c'est un sujet prioritaire pour les Français. Alors, cet après-midi, nous avons prévu un webinaire sur le sujet de favoriser le bien vieillir dans sa petite ville de demain. C'est un webinaire, les clés pour agir sur le bien vieillir dans sa petite ville de demain. Et donc, cet après-midi, nous allons vous parler d'initiatives qui visent à la prévention et à la promotion du bien vieillir dans les petites villes de demain, avec des aménagements urbains d'accessibilité ou avec des dispositifs d'inclusion des personnes âgées. Vous le savez, il y a de très nombreuses collectivités, de nombreuses institutions, de nombreux établissements médico-sociaux qui travaillent sur ce sujet du bien vieillir dans les petites villes. Cet après-midi, nous vous proposons de rencontrer quelques-uns et puis de bénéficier tout simplement de leur retour d'expérience pour avoir des éléments opérationnels sur ce qu'il vous est possible de développer sur votre territoire et pour découvrir des offres de services pour accompagner la transition démographique qui est une réalité dans notre pays, notamment dans les petites villes de demain. Alors, pour commencer ce webinaire, nous aurons une présentation qui concerne la prévention du bien vieillir et de l'avancée en âge avec l'intervention d'Emmanuel Hamel de Santé publique France. Ensuite, nous aurons une séquence dédiée aux aménagements urbains inclusifs avec une intervention de Jean-Yves Fosse pour le CEREMA. Et nous aurons ensuite des interventions du réseau francophone des villes amies des aînés, avec la présence d'Audrey Brûlé et de Clémence Agathe Blanc. Vous le savez, le réseau francophone des villes amies des aînés est une association bien connue qui agit beaucoup sur le terrain pour accompagner notamment les petites villes de demain sur ce sujet du vieillissement de la population. Et cet après-midi, nous aurons également le témoignage de trois communes petites villes de demain. La commune de Letré, en Seine-Maritime, qui va intervenir avec Claire Poncil et Aurélien Duchemin. Ensuite, nous aurons la commune de Humille, dans le Pas-de-Calais, qui va intervenir avec Roland Delattre et Mathilde Vergrit. Et nous aurons également les témoignages d'une commune PVD de la Manche, la commune de Granville, avec les interventions de Apolline Poirier et Océane Ledard. Voilà nos différents intervenants. Sans plus tarder, puisque nous avons de nombreux témoignages et participants cet après-midi, je vais passer la parole à Emmanuel Hamel pour Santé publique France, qui va nous parler de la question de l'accompagnement du bien vieillir, et ce, dès 45 ans. Emmanuel, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup pour ces propos introductifs et pour cette invitation. Donc, je suis à Santé publique France en charge des approches populationnelles et on va introduire quelques éléments ensemble. Je ne vais pas m'attarder sur tous les éléments de contexte concernant l'avancée en âge et le vieillissement démographique parce que je pense que ces éléments sont largement connus, avec notamment un doublement attendu dans quelques années du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus. Et on estime qu'il y aura plus de 2,4 millions de personnes en situation de dépendance en 2060. Ce que je voulais préciser, c'est surtout la spécificité en fait de la situation française, puisque la France est très bien placée en termes d'espérance de vie en général, mais de façon un peu plus paradoxale, en France, euh, il y a un nombre important d'années, pardon, qui sont vécues en situation d'incapacité, et c'est ce qui caractérise notre situation. On voit aussi, d'après des études, on peut avoir les références sur la diapo suivante, que ce qui se passe en France et aux États-Unis, par exemple, met en évidence que actuellement, au moment du passage à la retraite, les situations de santé sont plus dégradées pour les générations qui y arrivent que pour les générations précédentes. Donc, ça nous amène à nous interroger effectivement sur ces questions d'espérance de vie sans incapacité et en bonne santé. Sur la diapo suivante, on va voir aussi que ce déclin fonctionnel, hein, qui caractérise les dernières années de la vie, il résulte de plusieurs facteurs, à la fois des éléments qui sont liés au comportement, aux habitudes de vie,
mais aussi à des déterminants socio-environnementaux dont on vous a parlé dans le séminaire introductif. Tout ceci s'intrique et a un impact en termes de pathologie qui elles-mêmes vont agir sur plusieurs éléments qui vont entraîner donc de la dépendance, des limitations fonctionnelles et altérer la qualité de vie des personnes au fur et à mesure de l'avancée en âge. Et ce qu'on voit, évidemment, c'est que en fait, ces éléments et ces facteurs, ils jouent bien avant l'âge de la retraite, bien avant le grand âge, et ce sont donc des choses qu'on va retrouver tout au long du cycle de vie. Et en particulier autour de cette période de la vie qui est la période de mi-vie, donc à partir de 40, 50 ans. Et du coup, c'est particulièrement intéressant de s'intéresser aussi à la situation des adultes qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans, parce qu'évidemment, ce sont les personnes âgées de demain. Et donc, cela va nous donner des éléments d'information pertinents aussi pour se préparer à accompagner le bien vieillir pour ces populations et ces générations. Et aussi pour engager des actions de prévention peut-être un petit peu plus précocement dans le parcours de vie. Si on regarde la situation de santé concernant ces personnes à mi-vie, je vais aller rapidement, mais on voit qu'il y a un certain nombre d'indicateurs de santé qui sont assez préoccupants, hein. Vous connaissez tous les repères du Programme national nutrition santé. Et on voit qu'un tiers de la population seulement âgée de 45 à 54 ans atteint ces repères de consommation. Et on sait que les questions d'alimentation et de nutrition en général vont avoir un impact très important et sont des facteurs de risque de perte hein, d'années de vie en bonne santé. Si on examine aussi d'autres comportements, donc parmi ces personnes de 40 à 45, 54 ans, on voit que ce qui concerne le surpoids et l'obésité, met aussi en avant des facteurs qui sont préoccupants avec des indicateurs qui sont en amélioration chez les hommes, mais qui sont aussi, par contre, en dégradation chez les femmes. Et on voit que dans la génération de la quarantaine, donc c'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante, près de 50% des femmes sont en situation de surpoids et d'obésité, ce qui est effectivement un élément qui est assez préoccupant. De façon générale, on voit aussi que la pratique d'activité physique est loin des repères qui sont préconisés dans cette tranche d'âge de la mi-vie, donc sur la diapo suivante. Et ce sont surtout les femmes qui sont à tous les âges moins actives que les hommes, et ce, quelle que soit la situation sociale ou le niveau de diplôme, c'est un invariant qu'on retrouve effectivement chez les femmes. Autre élément qui est important, c'est la question du sommeil. Et on voit que la tranche d'âge de la mi-vie, c'est la tranche d'âge dans laquelle on dort le moins et dans laquelle on a une dette de sommeil qui est la plus importante. Et encore une fois, c'est particulièrement vrai chez les femmes qui cumulent de multiples rôles sociaux et responsabilités, en particulier dans cette tranche d'âge-là. Si on regarde aussi un autre indicateur qui est le tabagisme, on voit que l'écart entre les hommes et les femmes se resserre, qu'il y a une diminution de la prévalence du tabagisme, mais on a encore un tiers de la population, enfin 30% de la population qui consomme du tabac. Et tout ceci nous amène à constater que pour cette population hein, de 40-50 ans, on a souvent une apparition de pathologies chroniques et un tiers à un quart de cette population cumule déjà deux pathologies chroniques, hein, ce qu'on voit sur le graphique suivant. Et en particulier les personnes qui sont dans des situations sociales défavorisées. Donc ça, ce sont des éléments importants puisqu'on voit que ces pathologies chroniques, elles vont effectivement avoir des répercussions sur l'avancée en âge et sur la qualité de vie aux âges qui sont les plus avancés. Donc, les éléments que je vous ai proposés là et les indicateurs qu'on a mis en évidence, ils sont effectivement assez préoccupants, mais fort heureusement, on a aussi des bonnes nouvelles, on va dire. Et on sait au travers de deux cohortes, notamment qui ont été menées au Royaume-Uni,
que si on adopte des comportements de prévention et donc des comportements favorables à la santé dans cette tranche d'âge-là, de la quarantaine, eh bien, on va avoir un effet cumulatif et favorable pour prévenir le vieillissement en santé. Donc, je veux bien que vous passiez la diapo suivante aussi, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on estime ainsi que un tiers des démences seraient évitables parce qu'elles sont liées à des facteurs de risque qui sont des facteurs de risque modifiables et qui sont communs en fait à de nombreuses pathologies euh, cardiovasculaires ou métaboliques et également à de nombreux cancers. Donc tout ceci, en quelque sorte, ça plaide pour agir plus en amont de l'avancée en âge et en particulier autour de cette période de la mi-vie. Euh, et c'est aussi d'autant plus important que cette période de la mi-vie, c'est une fenêtre d'opportunité, en fait, puisqu'on a pu constater qu'un certain nombre de personnes dans cette période-là sont plus réceptives aux questions de prévention, commencent à avoir déjà des signes, mais considèrent aussi que ça n'est pas trop tard pour pouvoir agir. Je veux bien qu'on mette la diapo suivante, voilà, et encore la suivante. Et cette période aussi du milieu de la vie, c'est une période de transition, souvent en termes professionnels, en termes personnels, familial, etc., etc. Et donc tous ces éléments, c'est aussi des ressorts d'opportunités en fait pour enclencher des démarches de prévention qui vont pouvoir avoir des répercussions sur le bien vieillir et le vieillissement en santé. Alors comment on peut engager ces démarches de prévention dès la mi-vie? On va le voir dans la diapo suivante. L'idée, c'est aussi qu'on agisse sur des leviers et sur des facteurs de risque qui sont communs, comme je vous l'ai dit, à un certain nombre de facteurs qui vont entraîner ensuite un vieillissement en santé problématique ou plus dégradé. Et une des idées, c'est qu'on essaie d'avoir une approche qui s'intéresse à tout ce qui se passe en fait et tous les leviers d'action qu'on peut avoir sur cette tranche d'âge et sur cette population et qu'on ne soit pas dans des approches en silo comme on l'a souvent dans le champ de la santé publique où on agit sur la nutrition, le tabac ou tel ou tel aspect sans mettre forcément les choses en synergie. L'enjeu, c'est donc de pouvoir mobiliser tous les acteurs qui sont concernés, et en particulier les collectivités territoriales, puisqu'on l'a vu lors du séminaire introductif, ces collectivités locales, elles contribuent en fait à tout un écosystème et à des dynamiques favorables à l'adoption de comportements protecteurs pour la santé. Et si vous voulez bien passer la diapo suivante aussi, euh, cette création, alors non, celle d'avant, je pense. Ok, donc on va rester comme ça. Et on a... non, je veux bien la suivante, pardon, excusez-moi. J'ai un tout petit peu perdu le fil, voilà. Et donc, les collectivités ont des leviers qui sont très importants autour voilà, de l'alimentation, de la pratique d'activité physique, des mobilités, etc. Et pour sensibiliser les collectivités, avec notre comité d'orientation et de dialogue pour la société à Santé publique France, on a travaillé sur un document qui est destiné aux collectivités. Certains d'entre vous l'ont peut-être reçu. C'est un document de plaidoyer en fait pour donner des éléments indiquant en quoi intervenir dès la mi-vie, dès cet âge de 40-50 ans, est un élément qui à terme va pouvoir permettre d'accompagner et de favoriser un vieillissement en santé de la population. Dernier point, euh, un des éléments aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir favoriser l'accès à des bilans de prévention. Et il y a un nouveau dispositif qui est actuellement relativement peu connu, donc c'est pour ça que j'en parle. Et c'est un dispositif qui permet à différents âges clés, donc dès la mi-vie, mais aussi plus tard, donc pour les personnes qui sont déjà engagées dans l'avancée en âge, d'avoir un rendez-vous de prévention avec un professionnel de santé, médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme, et qui est une approche multithématique et qui va permettre d'aborder l'ensemble des sujets. Et Santé publique France a notamment essayé de favoriser l'information et l'accessibilité de ce dispositif pour des personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Et donc sur la dernière diapo, vous allez voir qu'on a réalisé des documents
en français facile à lire et en comprendre, et puis des documents traduits aussi qui peuvent être largement diffusés et relayés sur les territoires pour amener les personnes à entrer dans cette dynamique de prévention. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous trouverez donc le document de plaidoyer dont je vous ai annoncé l'existence en lien sur la diapo, sur la dernière diapo, je pense. Et sinon, dans le chat, on vous donnera aussi des éléments d'information. C'est un document qui peut être très utile pour l'ensemble des acteurs des territoires pour se sensibiliser à cette dimension de la prévention à mi-vie. Merci beaucoup, Emmanuel, pour la clarté et la synthèse de vos propos, hein. On retient que, il est important de prévenir la dépendance dès 45 ans. Euh, une info aussi qui est peut-être insuffisamment connue, la nutrition, c'est le premier facteur de risque de perte d'années de vie en bonne santé. La nutrition, premier facteur de risque de perte de vie en bonne santé. C'est vraiment une information importante aussi à partager et un tiers d'éléments sont évitables si on peut agir sur ces comportements qui impactent la santé. Et vous nous avez aussi rappelé très justement que les collectivités pouvaient agir sur l'environnement et les conditions de vie de la population, d'où l'intérêt de notre saison thématique pour partager des bonnes expériences en la matière. Alors, je vous propose maintenant d'écouter Jean-Yves Foss, qui est chargé d'études au CEREMA et qui va nous parler des questions d'accessibilité et d'aménagement urbain qui permettent aussi de favoriser le bien vieillir dans les petites villes de demain. Oui, bonjour à tous. Donc, l'objectif de la séquence est de répondre à la question suivante. L'accessibilité est-elle un levier en faveur des personnes âgées, des personnes vieillissantes? Donc, dans la diapo suivante, on va voir la présentation en 3 points. Donc, le constat, mieux connaître en deux les enjeux du vieillissement pour anticiper les politiques publiques d'accessibilité et les points communs entre la politique d'accessibilité et le vieillissement. Donc, compte tenu de la part de plus en plus importante, comme l'a dit la personne précédemment, euh, de la pyramide des âges, l'idée, c'est de leur permettre d'être autonomes au sein de la société et cela le plus longtemps possible. Donc, afin d'être autonome, il faut que la chaîne de déplacement soit accessible pour pouvoir pour accueillir les personnes vieillissantes. Donc, on voit sur le schéma la chaîne de déplacement, comme je disais, c'est la voirie qui permet d'accéder aux bâtiments d'habitation collectif, les maisons individuelles, les ERP, les établissements recevant du public, ce sont les commerces, les transports. Donc, l'importance de rendre cette chaîne de déplacement accessible. Donc, dans un deuxième temps, il est primordial de connaître aussi le portrait d'une personne vieillissante. C'est dans la diapo suivante. Donc, il est indispensable donc de connaître les capacités et la forme des personnes vieillissantes avec la baisse de la vue, la réduction des champs visuels, les visions floues, les déformations, la baisse de l'ouïe, perte de l'audition, les acouphènes, les pertes d'équilibre, les diminutions physiques avec les fatigues, douleurs articulaires, les maladies neurologiques. Tous ces éléments-là sont repris dans la réglementation et on met face à ces éléments des actions au niveau de la réglementation accessibilité. Donc, il faut ajouter aussi que les personnes souvent cumulent les handicaps. On appelle ça le polyhandicap. Donc, mieux connaître, c'est un travail que nous avons réalisé avec le GT Ravi. Alors, je ne sais pas si le nom est joli, hein. C'est le groupe de travail sur les réseaux des référents accessibilité des villes inclusives. Donc, c'est un travail avec les collectivités qui a été réalisé, que vous pouvez retrouver donc sur Expertise des territoires. C'est l'expertise des territoires, le site, c'est la collaboration et le partage d'expériences pour co-construire avec les collectivités des solutions adaptées aux besoins des territoires. Et vous pouvez aussi retrouver ce travail sur CRMADOC. Voilà, donc, mieux connaître les personnes vieillissantes dans leurs besoins, dans leurs peurs, dans leurs angoisses, hein, par rapport à l'autonomie, par rapport aussi euh,
par rapport au handicap avec le vieillissement, par rapport au déménagement, les peurs, les angoisses, le déménagement, le changement des points de repère, l'isolement, l'aspect financier également, la perte des liens sociaux, les- pouvoir toujours avoir des engagements citoyens, profiter des loisirs. Il y a une peur aussi au niveau de la mobilité, moins de déplacements, le périmètre restreint, euh, la mobilité individuelle disparaît. Les capacités aussi, bah, la baisse des facultés, les difficultés face aux chaleurs extrêmes, au froid extrême, les chutes, on en parle beaucoup de décès suite aux chutes des personnes vieillissantes. Puis social, financier, concernant la baisse des revenus. Donc, euh, l'idée, alors c'est dans la diapo suivante. Hein. Donc, dans l'idée de ce travail, ça a été merci, ça a été euh, de comparer le travail enfin, la réglementation accessibilité, le label. Alors on en a pris un, c'est le label Ville Amis des aînés, et puis et également le travail du JTR à vie sur des préconisations supplémentaires. Donc, on a travaillé sur la gouvernance. Alors, sur la gouvernance, on a travaillé sur les commissions communales, sur la constitution de ces commissions, sur des feuilles de route transversales à l'ensemble des services dans les collectivités, sur la formation. Également sur les établissements recevant du public, bah là on a travaillé plutôt sur les accès aux bâtiments, aux services, aux équipements. Et l'habitat, ça a été sur les ascenseurs, l'entretien des ascenseurs, l'accès, les salles de bain. Et donc on va faire un zoom un peu plus précis sur la voirie, puisque c'est ce qui nous concerne un peu plus dans le cas présent. Donc, sur la voirie, sur la partie gauche, on a le descriptif de la réglementation, où là, on est plus sur une demande de niveau de cotation, on est plutôt sur de la largeur de cheminement, sur de la pente, du pourcentage de pente, sur les ressauts, sur les dévers. Puis le label, lui, il est plutôt sur le qualitatif en termes de matériaux utilisés et puis les préconisations de ce groupe de travail avec les collectivités, bah, ça va être ce qui en est sorti, c'est par exemple privilégier des rampes aux escaliers, la vigilance sur l'entretien des cheminements, les problématiques d'éclairage. Donc, vous pouvez aussi retrouver donc oui, alors, la question effectivement, est-ce que la réglementation accessibilité répond aux attentes du vieillissement de la population? On peut répondre en grande partie, mais il y a quand même des éléments à rajouter à cette réglementation pour répondre pleinement euh, au vieillissement de la population. Donc, vous pouvez retrouver des publications hein, du CEREMA en libre service, mieux accueillir les piétons âgés dans l'espace public, les lieux de pause et de repos, éléments essentiels dans la marche en ville, enfin, sur l'accessibilité également. Voilà. Merci beaucoup Jean-Yves. Donc Jean-Yves Foss qui travaille au CEREMA, qui est chargé d'études, qui nous a rappelé l'importance de renforcer l'autonomie des personnes âgées. Pour renforcer l'autonomie des personnes âgées, il faut travailler sur l'accessibilité dans l'espace public, mais aussi bien comprendre et connaître les capacités des personnes âgées et les enjeux du vieillissement pour agir, par exemple, sur la voirie. Et vous nous renvoyez bien sûr aux nombreux guides techniques du CEREMA qui sont autant de ressources précieuses pour développer ces sujets si vous souhaitez approfondir. Je vous propose Merci. maintenant d'écouter le réseau francophone des villes amies des aînés. Je vais passer la parole à Audrey Brûlé, qui est la directrice, et à Clémence Agathe Blanc, chargée de développement et d'animation territoriale. Donc, Audrey et Clémence Agathe vont nous parler de l'action qui peut être, qui est disponible, qui est mobilisable, l'action qui est
porté par le réseau francophone des Villes Amies des aînés pour agir sur ce sujet du vieillissement de la population et pour prendre en compte le vieillissement d'une manière globale. Audrey, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. On a prévu un diaporama un peu long, donc on va faire court pour laisser place à tout le monde dans cette visio. Donc, le réseau francophone des villes amies des aînés est une association d'intérêt général qui a été créée en 2012. Nous sommes affiliés à l'Organisation mondiale de la santé pour son programme des communautés amies des seniors. Aujourd'hui, notre rôle est celui de ressources et d'expertise à l'attention des collectivités qui souhaitent s'engager en faveur d'un vieillissement actif des populations. C'est-à-dire que parmi nos adhérents, nous comptons naturellement des petites villes de demain, des départements, des régions, des villages, des gérontopoles aussi, essentiellement des collectivités que l'on va accompagner vers une démarche à 360 pour adapter le cadre de vie à des habitants âgés. Donc aujourd'hui, on a plus de 26 millions d'habitants qui vivent dans un territoire ami des aînés, puisque nous avons des adhérents en France hexagonale, Outre-mer, Suisse, Belgique et Andorre. Le réseau rayonne. On est 8 collaborateurs et puis nous sommes basés à Dijon. Alors, comment être une ville amie des aînés peut contribuer à un vieillissement en bonne santé dans une collectivité? Tout simplement parce que dans l'approche que l'on mène, on s'intéresse tout autant aux aspects sanitaires, sociaux, qu'aux déplacements, qu'à la participation citoyenne, à la lutte contre l'isolement, aux loisirs, à la culture. En fait, on fonctionne autour de 8 thématiques qui abordent le quotidien d'un habitant âgé dans une collectivité. Et en prenant en considération l'ensemble de ces facteurs, on contribue à créer des environnements qui soient propices à un vieillissement en bonne santé. Donc, Clémence Agathe vous en parlera un petit peu plus dans quelques instants. Je voulais juste vous indiquer que 50 petites villes de demain sont adhérentes au réseau francophone Amis des aînés. Ce sont des territoires pour lesquels on a une attention toute particulière parce que ce dispositif des petites villes de demain répond assez bien de manière complémentaire à l'action qui est la nôtre. Nous avons parmi ces collectivités 7 petites villes de demain qui sont labellisées Villes Amies des aînés. Nous avons eu l'occasion d'accompagner via le Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors 70 projets initiés par des petites villes de demain. Cet accompagnement financier a permis pour ces collectivités de faire des projets pour leur territoire qui aident les seniors à vieillir en bonne santé. Donc, on espère pouvoir amplifier cette collaboration. La ville du Trait, de Le Trait, qui va intervenir plus tard, est elle-même adhérente de notre réseau. Donc, je vais laisser Clémence Agathe vous parler un petit peu plus de cette démarche qui nous permet d'appréhender le vieillissement en bonne santé de manière générale dans une collectivité. Eh ben, je pense qu'on peut un petit peu avancer en diapo parce qu'on s'est... Voilà, encore. On a fait un gros diapo. Alors, voilà, on peut s'arrêter là. Donc, effectivement, comme le disait déjà Audrey, voilà, le réseau est là pour être transversal. Donc, c'est de décloisonner effectivement les aînés du médico-social, en les gardant évidemment, mais c'est que voilà, la vie d'un habitant âgé ne se cantonne pas qu'à ça. Et donc, on va avoir autant l'environnement social, donc culture et loisirs, lien social et solidarité, participation citoyenne et emploi, services autonomie et soins, information et communication, que l'environnement bâti, donc avec l'habitat, les espaces extérieurs et les bâtiments, transport et mobilité, effectivement, comme on a pu voir aussi avec le CEREMA juste avant. Donc voilà, donc effectivement, Petite Ville de demain, le programme est assez ressemblant, notamment sur le comité de pilotage que nous, on prône aussi chez Villamy des aînés. L'idée, c'est effectivement d'inclure les habitants âgés dans cette démarche par 3 exercices très importants pour nous. On peut rester sur la diapo d'avant, s'il vous plaît, merci. Le diagnostic participatif, donc là, c'est le moment où vous allez pouvoir faire des ateliers avec les habitants de votre territoire pour discuter des 8 thématiques Villamy des aînés pour comprendre voilà, comment ces habitants vivent sur ce territoire, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui leur manque, etc. Donc, c'est un moyen d'avoir de la donnée un peu plus chaude voilà, quand vous commencez à travailler sur vos différents programmes. On a l'état des lieux du territoire. Donc là, on est sur un exercice assez classique. Donc, on est plutôt sur de la donnée statistique
et donne une façon de répertorier aussi tous les acteurs qui existent sur ces différentes thématiques. Et en fait, de ces deux exercices, il y a des préconisations qui vont en sortir et l'idée, donc, c'est de les transcrire dans un plan d'action. Pas toutes, évidemment, parce qu'on sait qu'il y a la réalité aussi de chaque collectivité, mais bon, en partie en tout cas. Et en fait, l'idée, c'est pas de cumuler des plans d'action, hein. Encore une fois, on sait que sur les collectivités, il se passe déjà beaucoup de choses. C'est aussi de mettre en valeur ce que vous faites déjà. Donc voilà. Donc effectivement, le lien qu'on peut avoir avec Petite Ville de demain, c'est bah, d'inclure les aînés dans le public cible au même titre que les autres générations. Et surtout, vu que dans ces programmes-là, vous redynamisez les territoires ou vous les revitalisez, bah, ça permet aussi de favoriser bah, le maintien à domicile des habitants âgés bah voilà, en pensant aux meilleurs accès aux services, en ayant des transports qui sont plus adaptés, lutter contre l'isolement, etc. Donc, on peut passer à la diapo suivante, mais je vais être très rapide. Être adhérent, donc effectivement, c'est une collectivité qui adhère, donc c'est une cotisation annuelle qui varie en fonction du nombre d'habitants. Mais voilà, toutes ces infos, vous les aurez, je pense, plus tard. Et voilà, quand on est adhérent, nous, on vous propose des kits en fait méthodologiques. On est là pour vous accompagner sur la méthodologie et non pour avoir un avis sur ce que vous faites sur votre territoire. C'est vraiment un moyen pour vous de travailler, d'avoir une réflexion plus transversale. Donc, on vous propose, quand on est adhérent, voilà, la collection des essentiels. Donc là, c'est des livres qui ont été créés en interne pour discuter des différentes thématiques. On a le guide français Ville-Amis des aînés. Donc là, c'est le mode d'emploi qui va vous expliquer le diagnostic, la gouvernance, etc. Et on a les kits d'animation du diagnostic participatif. Et donc là, c'est des kits qui ont été créés aussi en interne pour vous aider à monter vos ateliers avec les habitants âgés. Voilà, on peut avancer. Je pense que les diapos suivantes sont pas forcément, enfin, n'ont pas besoin d'être explicitées. C'est juste que voilà, on est un réseau. Donc, l'idée, c'est de partager entre toutes les collectivités ce qui se passe. Et du coup, aujourd'hui, on a une belle bibliothèque et on en est content. On a aussi un concours, effectivement, qui a lieu chaque année, qui permet de valoriser des actions que vous faites sur votre territoire. Et effectivement, en supplément, donc sur la diapo suivante, on a la possibilité d'aller au label. C'est pas obligatoire. Voilà, c'est une option qui existe et donc qui est faite pour tout type de collectivité. Donc on est sur un label avec un niveau de progression assez classique, hein, bronze, argent, or et platine. Un label dure 6 ans. Une fois qu'on est labellisé, il a mis des années, ça dure 6 ans. Au bout de 3 ans, il y a un audit de suivi où on vérifie que la démarche est bien toujours en place, qu'on ne se repose pas sur ses lauriers. Et au bout de 6 ans, il y a l'audit de renouvellement. Enfin, si la collectivité veut conserver son label ou augmenter le niveau, c'est possible. On vous en parlait rapidement tout à l'heure. Grâce à la CNSA, le réseau francophone des villes amies des aînés pilote le fonds d'appui pour des territoires innovants seniors, voilà, qui est une ressource pour contribuer au financement des projets des collectivités qui s'engagent en faveur du vieillissement actif des aînés. À partir du moment où un adhérent est en route vers le label ou elle est labellisé, il peut bénéficier de ce fonds d'appui sous réserve de critères qui sont établis par la CNSA. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante et je vais être très rapide. Donc effectivement, en fonction du nombre d'habitants, on a des critères dans le label qui varient. Donc aujourd'hui, on a développé un label village donc, qui compte 46 critères qui sont plus adaptés voilà, que les centaines de critères qu'on avait pour les autres collectivités. Donc voilà, donc dans le label, on retrouve 5 engagements. Et donc, c'est les engagements que vous allez, enfin, c'est les éléments de la démarche en fait quand vous la mettez en place. Donc, on a le premier engagement qui est là, qui est plutôt donc, sur le défi démographique du 21e siècle. Donc là, ça va être beaucoup de questions sur la lutte contre l'agisme ou la façon dont vous arrivez à séparer les politiques sur le handicap et le vieillissement, par exemple. Ensuite, on a le deuxième engagement où là, ça va être plusieurs critères qui vont, enfin, plusieurs critères sur l'implication des habitants dans vos diagnostics participatifs. Ensuite, on va avoir des critères sur la gouvernance multipartenariale. Donc là, ça va être sur le comité de pilotage. Et un quatrième engagement qui va être sur l'état des lieux. Et le dernier sur le plan d'action. Donc voilà, pour faire très rapidement. Après, on a d'autres kits qui s'ajoutent effectivement pour vous aider à aller vers le label. On a un référentiel, on a des kits pour vous aider à rédiger l'état des lieux, etc. Et je pense qu'on peut aller directement à la dernière diapo pour parler du fonds d'appui et on s'arrêtera là pour être dans les temps.
Donc, effectivement, comme le disait Audrey, aujourd'hui, on a un nouveau fonds d'appui qui est arrivé. Et donc, on a deux axes. Donc, le premier, c'est une bourse qui peut aller donc jusqu'à 15 000 euros pour les villages, 20 000 euros enfin, pour les territoires jusqu'à 200 000 habitants et 25 000 euros pour les plus de 200 000 habitants. Et donc là, c'est une bourse qui vous permet de financer un prestataire que nous avons formé en interne pour vous accompagner jusqu'au label. Donc effectivement, ce nouveau fonds d'appui est réservé aux adhérents du réseau qui veulent aller au label. Et donc le deuxième axe qui va être là pour cofinancer un projet que vous avez mis dans votre plan d'action Ville Amie des Aînés tout au long de votre démarche. Voilà, je ne sais pas si Audrey veut rajouter un petit quelque chose. Juste dire que voilà, une démarche Ville Amie des aînés, c'est pas une politique publique qui vient s'ajouter à une autre politique publique. C'est un ensemble de critères qui permet d'avoir une méthode pour voir à 360 sur une collectivité les attentes des habitants âgés et comment y répondre de la manière la plus inclusive et participative possible. Merci beaucoup Audrey, merci Clémence Sagat, merci d'abord pour votre attention bienveillante aux communes petites villes de demain. Et puis nous avons bien retenu hein, le réseau francophone des villes amies des aînés. C'est un appui méthodologique, c'est un label, c'est un ensemble de ressources pour vous aider à prendre en compte le sujet du vieillissement d'une manière globale, mais c'est aussi le fonds d'appui pour des territoires innovants seniors. Alors, pour mieux illustrer ce qui peut être fait, je vous propose désormais d'écouter le témoignage de la commune de Letré qui est en Seine-Maritime. Et je vais passer la parole à Claire Poncel et à Aurélien Duchemin. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est à vous. Euh, Je vous entends. donc effectivement, la ville du Trait, qui est petite ville de demain, se situe en Seine-Maritime et est rentrée dans un cursus en route vers le label Ville Amie des Aînés. Donc on a dans le PowerPoint qui va être présenté fait un focus sur le contexte et quel est le lien entre nous, comment on a fait le lien entre Petite Ville de demain sur le fait de favoriser le bien vieillir dans sa ville et les projets qui sont engagés sur la ville du Trait. Donc sur la diapo suivante, encore après. Voilà. Donc dans le contexte, effectivement, la signature de la convention d'adhésion Petite Ville de demain avec Duclair, puisqu'on est engagé avec une ville voisine en 2021. En 2023, on a une convention ORT qui a été signée aussi sur le territoire. Dans ce cadre-là, on avait, et dans le même temps, en parallèle, on a développé effectivement un projet éducatif, social et culturel qui s'est basé sur un diagnostic de territoire qui a servi et le montage du programme Petite Ville de demain et du coup la politique publique sur l'éducatif, le social et le culturel, dont la politique de vieillissement est intégrée. Donc un projet éducatif, social et culturel qui s'appuie et là on peut passer à la suivante sur la participation des habitants et donc du coup de faire avec eux et de les mettre au cœur des politiques publiques et donc dans le cadre de Petite Ville de demain, on a les axes effectivement les 4 axes qui sont développés sur la ville, avec un axe autour de l'éducation, la formation, le développement social et culturel qui relie notre projet éducatif, social et culturel à la programmation Petite Ville de demain. Donc voilà, là c'était pour faire le lien et remettre dans le contexte. Après, je vais passer assez rapidement du coup sur la démarche puisque dans le cadre avec les liens avec la Banque des territoires qui
intervient dans de nombreux projets qui sont liés à Petite Ville de demain. On a eu effectivement écho d'un fonds d'appui pour les territoires innovants seniors qui permettait de pouvoir développer les politiques de vieillissement au regard et je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit au début, mais du vieillissement de la population et notamment sur le territoire du Trait où on atteint dans les 5 ans à venir, on dépassera les 30% de seniors sur notre territoire. Il était important politiquement de pouvoir focaliser sur cette évolution. Et du coup, les axes du projet éducatif, social et culturel qui sont focalisés sur les seniors, effectivement répondaient à une partie des problématiques et des besoins, mais on n'avait pas affiné dans notre diagnostic de départ, on n'avait pas affiné sur un public spécifique. Donc ce fonds d'appui nous a permis de pouvoir aller chercher spécifiquement le public senior, de pouvoir les inclure dans la démarche de politique publique et de constituer un diagnostic qui était au plus près des besoins des seniors sur l'intégralité des thématiques qui ont été présentées dans le cadre du réseau. Ce financement, nous, on l'a obtenu à hauteur de 20 000 euros. On a donc un cabinet qui, pendant 8 à 10 mois, est intervenu sur le territoire, nous a accompagnés dans toute la démarche et jusqu'à l'audit qu'on a effectué au mois d'avril pour l'obtention d'un label dont on attend le retour officiel et la remise à la fin du mois, enfin la semaine prochaine en l'occurrence. On peut passer à la prochaine. Donc les objectifs qui sont ressortis de ce travail, qui sont transversaux. On n'a pas remis l'intégralité des objectifs, mais au moins ceux qui sont transversaux, parce que sur plusieurs thématiques, on retrouvait des demandes qui étaient, par rapport au diagnostic participatif notamment, qui étaient récurrentes de la part des seniors. Et donc le fait de pouvoir renforcer l'information à leur destination et de mettre aussi un référent senior, c'est une demande très forte qu'on a eue sur le territoire, de pouvoir avoir un lieu et une personne référente qui puisse renseigner, orienter, informer sur tous les domaines qu'ils peuvent être, et notamment les secteurs qui sont valorisés dans Ville Amie des aînés. Ensuite, favoriser la solidarité et la participation sur la vie locale, donc créer un réseau de solidarité, de bénévolat, avec une vraie volonté des seniors de vouloir s'investir en plus dans la ville. Donc, on a été très surpris de cette volonté à vouloir être dans l'interconnaissance, dans le partage, dans l'échange. De renforcer les actions intergénérationnelles. Donc là, c'est un travail que les services avaient déjà entamé pour le coup, mais qu'on a renforcé puisqu'on a senti que c'était une vraie attente de la part du public, et de permettre à tous de pouvoir se déplacer dans l'espace public. Et là, en l'occurrence, on a fait l'objet également d'une étude de mobilité sur le territoire par CEREMA, et où il y avait un focus qui était fait à un moment donné sur les déplacements et le fait de faciliter les déplacements, notamment de nos seniors ou des personnes empêchées. Donc, c'était aussi l'opportunité de faire valoir cette étude et les préconisations qui s'en dégageaient. Et on va en reparler un petit peu plus loin. La suivante. Et du coup, voilà, on va vous présenter quelques actions qui ont été mises en place pendant, en tout cas, la mise en place de ce diagnostic, de ces préconisations et de ce plan d'action.
Donc ça, c'est ce qui était voilà déjà engagé sur la collectivité. Et puis, on vous a mis un projet et une action qui fait partie du plan d'action de Ville Amie des aînés qu'on va du coup démarrer dans les mois qui viennent. Alors pour illustrer ce que dit Claire, on avait trois projets seniors. Le premier, c'était Gardons la pêche. L'idée étant de promouvoir tout ce qui est bien-être et santé au niveau des seniors, favoriser l'autonomie et le bien-être. Donc on avait proposé plusieurs ateliers sur 9 séances. Vous pouvez passer à la diapo supplémentaire, la diapo suivante. Vous avez voilà le contenu de ces séances, une balade comptée, des ateliers d'activité physique, des ateliers mal de dos avec des professionnels de santé qui sont intervenus à la fois sur leur champ d'intervention et également sur du local. Et aussi les ateliers alimentation. Donc on avait 100% de satisfaction et ça nous a permis de créer justement la deuxième partie de notre projet, c'est à savoir répondre aux besoins des seniors avec une programmation qui était au plus juste. Vous pouvez poursuivre. Donc là, c'était les quelques photos pour mettre en valeur l'action. Voilà, donc là, la deuxième action qu'on a choisi de vous présenter, c'est un programme pour un parcours bien-être et bien vieillir au trait. Alors, l'objectif est simple, l'idée c'est de créer un parcours de vie senior répondant aux objectifs et aux besoins du service. Donc, on a ouvert les activités de la commune à l'ensemble du territoire avec, vous avez ce parcours et notamment les 5 objectifs qui sont liés aux animations seniors, à savoir lutter contre l'isolement et la création du lien social, prévenir les effets du vieillissement et la mémoire, renforcer l'autonomie, développer des actions intergénérationnelles et partenariales, et enfin contribuer à l'épanouissement et au bien-être. Pour cela, on a essayé de mettre en place, au travers des projets de vie dans nos structures, de par nos réunions repérage de fragilité, de par nos cafés des échanges, et toutes les actions qui font la promotion de la citoyenneté et du développement participatif des aînés sur le territoire, les intégrant dans un parcours de vie senior, sur lequel on a créé cet outil, le flyer Senior Traiton au trimestre, qui permet de mettre en lumière toutes les activités du service. Je vous laisse poursuivre pour la dernière action. Donc là, vous avez par exemple les types d'actions qui sont proposées, qui vont dans les différents champs et qui sont référencés par rapport aux couleurs. L'atelier champ, le café des échanges sur du lien social, la médiation animale, l'art-thérapie, etc., des sorties marché. Voilà, c'était pour illustrer. Et enfin, la dernière action, c'était qui recoupe avec la mobilité, notamment sur le Petite Ville de demain, donc avec la mobilité des seniors dans la ville. Et ça, c'est une action qui va avoir lieu cet été. Donc, il s'agit de créer des diagnostics en marchant. Je vous laisse. Vous pouvez avancer. Donc voilà, il y a 6 étapes concernant le diagnostic en marchant. On va faire appel auprès des seniors des différentes zones de vie, constituer des groupes de seniors, techniciens élus, qui sont dans la continuité des ateliers participatifs qu'on a eu au mois de mars de l'année dernière dans le cadre du diagnostic. Ensuite, on va repérer les parcours piétons des seniors dans différentes zones de vie vers les services, commerces et professionnels de santé, en faisant avec eux, avec les seniors, on va faire un état des difficultés rencontrées lors du déplacement, en repérant les besoins des seniors durant les trajets. On va mesurer le temps. Ensuite, nous ferons une analyse un peu plus poussée avec les techniciens pour proposer des solutions adaptées auprès des groupes de seniors. On va aménager les cheminements avec du matériel urbain nécessaire et enfin établir une carte de cheminement adaptée. Je rajouterai juste qu'on est en phase de constitution d'un conseil senior dans le cadre d'un conseil d'habitants qui permet de prendre la suite en fait à ce diagnostic en marchant qui est un peu intermédiaire. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage de la commune du Trait, donc en Seine-Maritime, et puis toutes nos félicitations un peu anticipées pour ce prochain label que vous allez bientôt obtenir. En tout cas, c'est vraiment un exemple d'actions qui sont à la fois simples, mais qui sont importantes, des actions très concrètes pour agir et accompagner les personnes âgées pour mieux vieillir dans la petite ville de demain.
Je vous propose maintenant de quitter la Seine-Maritime pour partir dans la Manche. Et je vais passer la parole à Apolline Poirier, chef de projet à Océane Lédard. Donc, c'est la commune de Granville, dans la Manche, qui va nous parler de l'habitat inclusif. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Apolline Poirier, la chef de projet Petite Ville de demain. Juste pour resituer avant de passer la parole à Océane, Granville, c'est un peu plus de 12 000 habitants, 40% de la population a plus de 60 ans. C'est également une commune qui est engagée dans la démarche en route vers le label Ville Amie des aînés. Dans le cadre de Petite Ville de demain, il y a 2 ORT sur la commune, à la fois sur le centre-ville et sur le quartier Saint-Nicolas, qui est une deuxième centralité sur Granville. Finalement, le quartier Saint-Nicolas, c'est l'ancien quartier politique de la ville, un peu pour vous situer. Je vais laisser Océane vous parler plus précisément du dispositif qui a été mis en place sur ce quartier. Donc bonjour à toutes et à tous, merci Apolline pour ce propos introductif. Donc effectivement, moi je vais vous parler du dispositif inclusif accueil pluriel qui est donc porté par la ville de Granville. Donc, dans un premier temps, pour recontextualiser, c'est une forme d'habitat inclusif donc, qui s'inscrit et qui répond à la loi Élan qui date de 2018. Au niveau des objectifs de l'habitat inclusif, on va avoir donc la veille et la sécurisation à domicile, le soutien à l'autonomie, le soutien à la convivialité et l'aide à la participation sociale et citoyenne. Au niveau du public, nous, qu'on retrouve sur notre dispositif, on a un public mixte, c'est-à-dire qu'on accompagne des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Nous, c'est une forme d'habitat inclusif qu'on qualifie de diffuse. L'habitat inclusif, ça repose sur un projet de vie sociale et partagée. Donc, vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc, l'accueil pluriel, initialement, donc, il a vu le jour en 2021, décembre 2021, plus précisément. Initialement sous la forme en fait d'un forfait habitat inclusif avec la signature d'une convention tripartite entre l'ARS, la ville de Granville et l'AGAPI. Donc l'AGAPI, c'est l'association granvillaise qui œuvre pour les personnes en situation de handicap. Et ensuite, donc, on a bénéficié du forfait aide à la vie partagée qui est donc octroyé donc, par le département avec donc une convention qui court donc de 2023 jusqu'à 2029. Donc, comme je vous le disais, donc, nous, on accompagne un public mixte sur notre dispositif. Et on a un financement donc, pour 15 bénéficiaires. Donc, c'est-à-dire qu'on a 15 personnes qui bénéficient de l'aide à la vie partagée. On a 11 personnes âgées et 4 personnes en situation de handicap. Notre dispositif, il est situé au cœur du quartier Saint-Nicolas. C'est donc une prestation d'accompagnement en habitat diffus, c'est-à-dire que les personnes donc, résident en logement autonome, donc chacun vit chez soi et nous, donc vraiment, on a vraiment pour but en fait de lutter contre l'isolement et faire venir les personnes à nous et après pouvoir participer à la vie locale. On vient aussi donc renforcer les projets et les actions existantes qui sont portées par les partenaires du territoire. Et donc, pour recevoir les bénéficiaires, on a des temps de permanence bureau qui sont assurés donc, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à midi. Et voilà, comme je vous le disais, donc, on est vraiment au cœur du quartier Saint-Nicolas. Donc, c'est un emplacement assez stratégique et on est maintenant bien identifié à la fois des bénéficiaires, mais également des partenaires. Alors, la diapo suivante. Donc, voilà, donc là, c'est pour vous situer le bureau. Donc, voilà, on a un local qui est mis à disposition par l'AGAPI. Voilà. Donc, le projet de vie sociale et partagée sur lequel repose en fait notre dispositif, il a plusieurs axes. Donc, tout d'abord, favoriser le vivre ensemble. Ensuite, il vise aussi à permettre aux habitants de participer à la vie locale pour limiter bien sûr le risque d'isolement et déployer ou maintenir des liens sociaux avec le voisinage
et les personnes du quartier. On vient également prévenir la perte d'autonomie et on propose aussi des actions et des activités, donc des actions diverses et variées, soit de convivialité ou des actions sportives, ludiques, culturelles ou encore du bénévolat. Au niveau, donc, un petit focus sur les bénéficiaires. Donc, depuis l'ouverture, donc, on a eu 125 orientations, donc 86 orientations par des professionnels, donc des professionnels du secteur social, médico-social, médical ou encore paramédical. Au niveau de l'accompagnement qu'on peut proposer, nous, sur le dispositif, donc, on a 15 personnes en suivi actif, donc c'est les 15 personnes que je vous ai présentées précédemment, donc qui bénéficient du forfait, donc aide à la vie partagée. Ensuite, on justifie également de 16 personnes qui sont en file active. Donc, c'est des personnes pour lesquelles on n'a pas le financement AVP, mais voilà, qu'on accompagne tout de même sur le dispositif. On a 42 personnes en situation de veille. Donc, c'est des personnes qu'on voit moins souvent. On peut les voir 1 à 2 fois par an. Enfin, voilà, c'est variable en fonction des profils. Et on a récemment aussi ouvert une file bénévole pour aussi valoriser en fait les personnes qui souhaiteraient s'investir et qui ne répondraient pas forcément aux critères principaux. Et voilà, donc 31 réorientations et 16 accompagnements clôturés. Et au niveau de la typologie des bénéficiaires, voilà, on peut voir qu'il y a majoritairement des femmes qui sont accompagnées au sein du dispositif. Donc maintenant, au niveau des objectifs de l'accompagnement, pour reprendre les 4 axes que je vous ai présentés initialement, donc on a recensé, nous, une action qui répondait à la veille et à la sécurisation du domicile, 19 actions pour le soutien à l'autonomie. Donc là, c'est principalement des participations en fait, de nos bénéficiaires aux actions qui sont portées par le pôle senior de la ville de Granville. Le soutien à la convivialité, où là, on dénombre voilà, presque 1700 actions. Donc, c'est vraiment l'axe majeur du dispositif, où là, on va retrouver donc, tout ce qui est participation à des activités, à des sorties et des projets intergénérationnels, et aussi beaucoup de bénévolat, comme je vous l'expliquais précédemment. C'est vrai que nos bénéficiaires sont aussi très demandeurs de se rendre utile, voilà, et de proposer leurs services sur divers événements sportifs, culturels, festifs. Et 185 actions pour l'aide à la participation sociale et citoyenne. Donc voilà, donc là c'est plutôt pour de l'aide à la gestion de courrier, des petits soucis et au niveau des dossiers administratifs ou des choses de ce type. Et donc la dernière diapo, pardon, voilà, donc pour illustrer un petit peu, donc on peut voir des diapos, donc des photos sur lesquelles on a été mobilisé, donc là sur des festivals, des événements aussi, des événements un peu culturels, etc. Les repas partagés qu'on propose régulièrement pour vraiment favoriser la cohésion du groupe et de l'ensemble des bénéficiaires du dispositif, favoriser l'interconnaissance, etc. Et la photo de droite qui vient illustrer un petit peu les ateliers intergénérationnels. Donc là, voilà, c'était une initiation aux percussions brésiliennes qui était proposée avec d'autres structures du territoire avec lesquelles nous sommes partenaires, donc notamment le centre social L'Agora ou encore la résidence Autonomie Les Herbiers et l'espace jeune. Donc voilà pour la présentation succincte de l'accueil pluriel. Merci beaucoup, Océane. Merci, Apolline, pour cette présentation très intéressante avec des actions opérationnelles, pratiques, qui semblent vraiment répondre aussi aux besoins de la population dans nos communes, petites villes de demain. Je vous propose de rester sur le littoral. Nous quittons la Manche et nous partons dans le Pas-de-Calais
pour rejoindre la très belle Côte d'Opale et pour un témoignage qui concerne la commune de Vimille, donc dans le Pas-de-Calais, avec Roland Delattre, qui est le chef de projet de Vimille, et Mathilde Vergrit, qui vont nous parler du projet d'habitat inclusif. Il faut rappeler que la commune de Vimille avait été lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt sur l'habitat inclusif. Laurent, je vous passe la parole. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on peut peut-être enchaîner avec la présentation géographique de la commune, effectivement située sur la côte d'Opale dans le Pas-de-Calais, au cœur de la communauté d'agglomération du Boulonnais qui accueille environ 115 000 habitants. Et Vimille est une commune de près de 4 000 habitants. Donc on est sur une commune de taille différente par rapport aux expériences qu'on a pu entendre précédemment. Si on peut enchaîner effectivement sur voilà, la belle photo de la colonne Napoléon, qui est un site historique au cœur de la commune et qui tourne le dos à l'Angleterre. Vous savez sûrement pourquoi d'un point de vue historique. C'est une ville qui est périurbaine, qui est en perte démographique depuis maintenant 25 ans et qui vit un vieillissement démographique, comme l'ensemble d'ailleurs de la communauté d'Agglo et du Pas-de-Calais, et qui a aussi un niveau de vie légèrement inférieur à la moyenne nationale, d'après les derniers chiffres disponibles en 2021. Avec cette situation socio-démographique, on peut voir sur la diapo suivante qu'on a eu une réflexion sur effectivement comment gérer ce vieillissement de la population par rapport à l'offre d'habitat et de logement, puisque la commune étant sur le littoral de la Côte d'Opale, enfin, sur le rétro-littoral, on est concerné très fortement par les enjeux d'augmentation du coût de logement, d'accessibilité au logement, et puis par le parcours résidentiel des personnes âgées qui souvent ont acheté une maison pour vivre à Vimille avec leurs enfants et qui se retrouvent seuls soit dans la maison, soit cherchent un autre type d'habitat, puisque le conjoint, parfois, malheureusement, est décédé et les enfants sont partis. Donc, on a eu une réflexion qui est partie du CCAS par rapport à ces éléments de diagnostic. Et les élus ont fait très clairement le choix de deux aspects, une volonté d'expérimenter pour tester des choses, et puis une volonté d'explorer l'enjeu d'habitat inclusif, avec effectivement la dynamique de l'AMI évoquée par Dominique Poncil en introduction. Et donc, sur ces éléments-là, ils ont voulu greffer une dimension sociale, puisqu'on a une résidence sociale sur la commune qui est gérée par le bailleur social Habitat en France, et travailler sur les mêmes objectifs exposés précédemment, la lutte contre l'isolement, contre la solitude, et puis surtout conforter le lien social après la crise du Covid de 2020. Et cette volonté, c'était de travailler sur un lieu où les seniors peuvent accéder très facilement aux services du quotidien. C'est pour ça, quand vous avez mis le plan, vous voyez en jaune au milieu la résidence sociale évoquée, et vous avez un espace vert derrière la plaine du Louvre, et les différents petits coins représentent des services d'accessibilité, supermarchés, commerces, pharmacies, etc. Donc on avait une vraie volonté de créer ces éléments-là, et on a pu bénéficier d'un soutien initial en ingénierie. Alors avec moi-même d'un côté, mais comme je suis mutualisé avec deux autres communes de la Côte d'Opale en tant que chef de projet PVD, le CCAS est aussi adjoint le travail d'une stagiaire en master qui était sur une formation médico-sociale et qui d'ailleurs a démarché la commune parce qu'elle-même réfléchissait à monter un projet d'habitat inclusif. Et donc, elle nous a accompagnés pendant 6 mois. C'est ce qu'on peut voir sur la slide précédente. Et cette ingénierie préalable a fait, alors la suivante, pardon, excusez-moi, c'est moi qui suis allé trop vite, a fait qu'on a déterminé 3 échelles complémentaires pour le projet. On voit tout en haut le foyer encadré en jaune, avec une réflexion sur le quartier de façon plus globale, sur ce foyer spécifiquement, d'une trentaine de logements, et puis avec une expérimentation d'un logement de ce foyer qui pourrait devenir une colocation pour 3 personnes âgées. L'intérêt, c'est qu'il y avait un lieu commun physiquement dans ce quartier qui était une salle commune du foyer Clairvivre où on pouvait se rassembler régulièrement et rassembler les participants. On a donc réfléchi sur un module de 6 à 12 personnes âgées de plus de 65 ans en réfléchissant pour voir si certains souhaitaient s'engager dans une dynamique de colocation. Et on a mixé les publics avec certains déjà installés dans la résidence et d'autres installés dans les logements individuels du quartier, sans enjeux spécifiques
de revenus. Au résultat, finalement, après 6 mois de réflexion, après avoir été retenu par l'AMI, nous avons pu lancer le projet début 2023 avec 7 habitantes, et il y a bien un E, puisqu'il n'y a que des habitantes qui aujourd'hui se sont lancées dans l'aventure. Et donc sur la slide suivante, très rapidement, sur les partenariats, parce que quand ce projet est né issu d'une volonté partagée avec des partenaires, le CCAS de Vinil a bénéficié d'un appui de l'État à travers l'AMI national, ce qui a permis de financer une ingénierie sociale pour monter le projet avec un prestataire de janvier à octobre 2023, qui a donc permis de concrétiser l'ingénierie préalable évoquée. Et puis cet effet levier avec une subvention de 15 000 euros a permis aussi d'engager la discussion avec le département du Pas-de-Calais, chef de file des politiques d'habitat inclusif et de solidarité de façon globale. Et le département du Pas-de-Calais a retenu le projet de la commune sur une durée, là encore, de 7 ans, avec une subvention conséquente par habitant engagé dans le projet pour permettre de lancer la première phase opérationnelle. Et on avait surtout un partenaire très, très important qui nous permettait d'avoir, qui épaulait le CCAS dans la gestion de l'immobilier et dans les travaux prévus pour lancer la colocation, qui est le bailleur social Habitat Hauts-de-France, qui a vraiment mobilisé beaucoup d'ingénierie et de ses moyens pour nous accompagner. Et tout ça sous forme de fonctionnement copil-cotec partenariaux réguliers tout au fur et à mesure pour que tous les partenaires comprennent bien les enjeux et puissent apporter leur plus-value dans le travail. Tout ça aboutit en octobre 2023 à l'arrivée et au recrutement de Mathilde Vergrit comme coordinatrice opérationnelle et elle a donc pu lancer ce projet. Je vais donc vous laisser la parole pour présenter aujourd'hui ce que c'est que cet habitat inclusif. Alors, merci Roland pour ces éléments de compréhension et de contextualisation du projet. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante. Voilà, ça c'est ma présentation. Donc, moi, c'est Mathilde Vergrit, je suis coordinatrice du coup au sein de l'habitat inclusif qui est porté par le CCAS de 8000. Et on peut passer à la prochaine, merci. Donc l'habitat inclusif de 8000, donc c'est un dispositif sur le principe de vivre chez soi sans être seul. En fait, ce dispositif d'habitat inclusif, c'est vraiment un mi-chemin entre le domicile classique et le côté institutionnel, par exemple, d'un EHPAD. Et donc là, on est sur un début d'activité en 2023, comme l'a dit Roland, avec donc la mise en place du projet par Béguinage et compagnie, grâce à l'appui et le soutien financier des services de l'État qui ont pu financer cette ingénierie de projet. Donc, avant de se faire mon arrivée, donc moi, je suis arrivée en tant que coordinatrice en octobre 2023. Et donc, suite à ça, malheureusement, on a connu donc, les inondations de novembre 2023 que vous avez dû voir, je pense, même si vous venez d'une autre région, parce que ça a été assez important et largement diffusé par les informations. Donc, voilà, quelques semaines après mon arrivée, on a subi les inondations et forcément les impacts parce que les personnes qui étaient au cœur du projet Habitat Inclusif ont perdu leur logement et nous avons perdu le lieu de vie en commun qui était un petit peu le point, on va dire, de ralliement du projet et le point de vie du projet dans lequel les personnes devaient faire vivre le projet au quotidien, donc qui a été inaccessible parce que inondé. Donc là, on a dû en fait gérer l'urgence, déjà le relogement des personnes, ce qui était le plus important, et réfléchir à l'adaptation du projet suite à ces inondations. Donc c'est pour ça qu'on a mis un projet résilient parce qu'on a eu aussi un soutien de la ville de 8000 et aussi du CCAS qui ont cru en ce projet dès le départ et donc qui ont souhaité maintenir et mettre les moyens nécessaires à disposition pour maintenir ce projet pendant cette phase de travaux. Donc, il a fallu s'adapter. Donc, ça a été le prêt d'une salle pour que le groupe qui avait été constitué avant mon arrivée puisse être maintenu. Donc, l'idée vraiment de cette première année d'exercice en mode un petit peu dégradé, si je peux le dire ainsi, ça a été de maintenir le groupe qui était en place, de maintenir les liens pour pouvoir donner du corps à ce projet et de pouvoir l'aider aussi à se positionner et pouvoir se développer par la suite
quand on pourra retrouver les lieux de vie en commun et les logements. Donc l'année 2023, ça a été vraiment une période un petit peu compliquée, mais on a fait quand même pas mal de choses. Donc justement, sur le graphique, vous voyez, non, on va rester sur celle d'avant, pardon. On voit l'évolution en fait de l'augmentation du nombre d'habitants. Donc en juin, c'était 5 personnes avec le lancement vraiment de l'habitat inclusif avec Béguinage et compagnie. À mon arrivée, on a eu 6 et 7 personnes dans l'année 2023 qui ont intégré le projet. Et on voit qu'aujourd'hui, donc là, on est toujours au même chiffre que mars. On a 10 personnes réellement intégrées dans le projet. On va même aller à 11. On a une personne qui, en fait, est intégrée dans le projet, qui est en attente de pouvoir intégrer un logement. Donc, elle est juste en attente finalement de pouvoir loger dans la zone qui a été présentée précédemment par Roland. Donc, c'est un projet finalement qui a fonctionné en mode dégradé, mais dont on peut sentir l'utilité et les bienfaits par justement cette augmentation du nombre de participants et d'habitants au sein de ce dispositif. On peut passer à la slide suivante. Merci. Alors, je tiens juste à préciser aussi, voilà, avant de commencer l'explication de celle-ci, que pendant cette période un petit peu compliquée, on a vraiment eu un soutien. Donc, j'ai parlé de la ville, de 8000 forcément, mais aussi du bailleur Habitat Hauts-de-France qui a engagé les travaux nécessaires, nous a soutenus, nous a aussi intégrés parce qu'il est propriétaire du lieu de vie en commun, donc du bâti, qui nous a intégrés dès le départ dans toute la réhabilitation finalement du foyer pour qu'on puisse aussi nous s'impliquer, faire part de nos besoins. Donc ça a été vraiment un partenaire très important et aussi forcément aussi le département qui nous a accompagnés parce qu'on est financé, comme l'a dit Roland, dans le cadre de l'AVP et qui nous a accompagnés pendant cette phase un petit peu compliquée aussi pour pouvoir finalement faire fonctionner le projet et avoir une adaptation, on va dire, du fonctionnement du projet pendant cette période particulière. Donc, le projet d'habitat inclusif, c'est un projet qui repose sur une charte de vie sociale et partagée. On est vraiment sur le socle du projet. C'est une charte qui est pensée, construite et écrite par et pour les habitants. Donc, on est vraiment sur un principe d'autodétermination. Les habitants choisissent un petit peu ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de partager leur quotidien. Et c'est une feuille de route quotidiennement pour les habitants et aussi pour pouvoir proposer le projet à l'extérieur à des nouvelles personnes qui souhaiteraient intégrer ce dispositif, qui en auraient besoin. Donc, ce projet de vie sociale et partagée, il est accompagné aussi donc par la coordinatrice, moi-même au quotidien. Donc, c'est une nouvelle profession qui, en fait, a vu le jour par le biais du développement des habitats inclusifs. Le métier de coordinateur, on est vraiment c'est vraiment un lien et un liant au sein même du groupe entre les habitants et aussi dans le cercle des professionnels qui interviennent quotidiennement autour des habitants. Donc, que ce soit les professionnels du soin, du thérapeutique, du médico-social. Et on a aussi un accompagnement, on a un rôle d'accompagnement auprès des habitants dans leur quotidien. Donc, ça va être pour le développement des actions, donc le côté très pratico-pratique finalement, de faire vivre la charte de vie sociale dans le quotidien des personnes, de les aider aussi, de les aider à exprimer les besoins, parce que c'est pas forcément évident de savoir ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de partager avec les autres et de savoir le formuler. Donc, nous, on est là pour les accompagner à faire ça, accompagner à faire vivre la charte, accompagner aussi à développer leurs projets, à développer les activités qu'ils souhaitent partager ensemble. Et ça peut être aussi tout ce qui est gestion de conflits, rapport avec la famille, accompagnement administratif individuel. On va être là vraiment sur tous les pans de la vie des habitants. Et donc là, sur le côté, on voit aussi, on aime bien alors cette petite image du soleil, c'est pour voilà, comment on voit et on image le fonctionnement de l'habitat inclusif de 8000 aujourd'hui. On a vraiment trois échelles, on va dire. Donc au centre de ce soleil, on a vraiment les habitants de l'habitat inclusif qui vont partager des temps, donc comme je le disais, du quotidien. Donc ça peut être un temps de repas partagé, des activités, des sorties, des projets qu'ils ont vraiment envie de faire à l'interne du groupe et de partager dans leur quotidien. Ensuite, on a une première échelle une seconde échelle des actions qui sont en rayonnement sur le quartier. Donc là, ça va être le développement des projets qui vont être en lien pour tous les habitants.
le dispositif est positionné dans un quartier qui est déjà identifié personnes âgées. Donc, on va développer des projets pour avoir du lien avec les habitants qui ne font pas partie du dispositif, qui n'ont pas forcément envie d'en faire partie ou qui n'en ont pas le besoin, mais c'est quand même pour créer du lien au sein du quartier. Donc, par exemple, la création, là, cette année, on va créer un jardin partagé, donc un potager partagé, pour pouvoir créer du lien avec les habitants du quartier. Et ensuite, la troisième échelle, c'est le rayonnement des actions sur la ville. Donc là, c'est vraiment d'être un groupe qui est moteur et porteur de projets pour pouvoir intégrer tous les seniors de la ville de 8000. Donc là, ça va être par exemple des actions hebdomadaires, autour des jeux de société, autour d'activités adaptées, pour pouvoir aller à la rencontre des autres et être inséré en tant qu'habitant de la ville de 8000. On peut passer à la slide suivante. Donc là, vous avez un petit peu voilà, quelques photos brièvement du quotidien et de ce qu'on peut partager, donc avec vraiment les axes différents. Donc on a créé et développé les liens au sein de l'habitat. Donc là, ça va être toutes les activités qu'on partage au quotidien au sein du groupe. Donc les activités qui sont rythmées par les fêtes du calendrier, par les anniversaires, par ce qu'on souhaite partager et ce que les habitants souhaitent partager ensemble. On a tout l'accès aussi à la culture, au développement socioculturel des personnes. Donc là, ça va être le lien vraiment avec les services qui sont un peu locaux. Par exemple, on a la vie active qui est présent avec une association, un IME et un CESAD. Donc, on va régulièrement aussi faire des projets avec eux. Donc, en dessous, on a être impliqué dans son quartier. Donc, là, l'exemple qui est donné, le groupe a été à l'initiative d'une action pour la journée de l'autisme. Une action qui a été proposée à tous les habitants de la ville, mais qui a été initiée et portée par le groupe de l'habitat inclusif. Et puis, on a l'axe aussi de développement, de bien vieillir en santé. Donc là, c'est tout ce qui est attrait au maintien de l'autonomie à domicile qu'on va développer par le biais d'ateliers mobilité, d'ateliers de sport adaptés, d'ateliers de diététique, enfin tout ce qui va finalement être en faveur du maintien à domicile et du développement de la qualité de vie des habitants. Et on peut passer à la dernière slide, s'il vous plaît, merci. Donc là, je vous ai illustré quelques projets à venir pour l'année 2025 et pas des moindres, parce que le premier et plus grand projet, on va dire, et pour lequel je suis ravie et j'ai beaucoup d'engouement forcément, ça va être l'investissement du lieu de vie en commun et la construction de la vie partagée au sein de celui-ci, parce qu'on récupère, ça y est, et enfin, au bout d'un an et demi, dans quelques semaines, le lieu de vie en commun qui voilà, les travaux sont presque terminés. Donc, en fait, ça va être de vraiment finalement faire vivre le dispositif, de lui faire prendre sens au sein du quartier et au sein du quotidien des personnes. Donc, pour accompagner justement ce développement et cette insertion dans le lieu de vie en commun, on va créer un carré potager donc, au sein de la résidence avec les jeunes du CESAD et de l'IME de la vie active. On continue tout ce qui est action de lutte contre les conséquences du vieillissement. Donc, ça va être toutes des actions autour des jeux, autour du sport, tout ce qui va être attrait finalement au développement individuel de la personne. Participation aux actions de la ville aussi, que ce soit des participations en lien avec le service jeunesse pour tout ce qui est action intergénérationnelle ou des actions dans le cadre de la Semaine bleue, dans le cadre d'Octobre rose. Et puis, on va aussi, le grand projet de cette année, c'est créer une gazette, un petit journal qui va pouvoir illustrer et faire connaître un petit peu la vie de l'habitat et la vie du quotidien. Et cette année, on va pouvoir aussi développer, et on en est très content, le COPIL pour pouvoir inviter tous les partenaires qui finalement interviennent à toutes les échelles dans ce projet et pouvoir en même temps faire l'inauguration du lieu de vie en commun et pouvoir le présenter et présenter un petit peu notre projet à tous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Mathilde et Roland pour la présentation de ce projet d'habitat inclusif à Vimy dans le Pas-de-Calais. Alors, nous avons quelques questions qui sont posées dans le chat. Une première question qui s'adresse, me semble-t-il, plutôt aux communes de Letré et de Granville. Une question qui concerne le financement des actions d'animation qui sont mises en œuvre. La question, c'est une participation est-elle demandée aux seniors? Est-ce que nos intervenants pour les communes du Trait et de Granville veulent répondre?
Alors oui, moi je vais bien répondre pour Granville. Donc oui, donc sur les actions nous que nous mettons en place, si éventuellement on participe à une sortie culturelle, éventuellement voilà une pièce de théâtre ou autre, on a une participation financière qui est systématiquement demandée à nos bénéficiaires pour la simple et bonne raison qu'on veut vraiment être au plus près de voilà de ce qui se passe dans la réalité parce que c'est un dispositif qui tend vraiment à renforcer l'autonomie des personnes. Et l'idée, c'est qu'on intervient là comme un starter pour qu'après, ils puissent, on l'espère, d'eux-mêmes réaliser en fait ces actions-là et pouvoir se rendre eux-mêmes à des événements festifs et culturels. Donc voilà, on leur demande systématiquement de payer par exemple leur place au théâtre ou pour toute autre sortie. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question qui concerne le projet de construction d'une résidence senior type béguinage ou habitat inclusif. La question concerne les différents partenaires financiers qui peuvent être mobilisés, sollicités. Alors, sur cette question, je vous invite peut-être à aller voir sur Aide Territoire, puisque l'outil permet de recenser l'ensemble des mesures et dispositifs financiers mobilisables. Donc, il y en a qui permettent de financer des projets d'habitat inclusif. Peut-être que pour la commune de Vimy, Roland, vous pouvez peut-être compléter, puisque vous avez expérimenté ce projet d'habitat inclusif. On a noté que sur votre projet, c'est un bailleur social aussi qui est intervenu en complément des financements du conseil départemental, donc le bailleur social, les financements du département, l'appui en ingénierie, on a dit l'AMI Habitat Inclusif. Est-ce que vous avez identifié d'autres types de financements pour ce type de projet d'habitat inclusif? Bah, très clairement, le bailleur avait identifié un appel à projet à investissement immobilier que portait la CNSA pour accompagner justement l'adaptation des locaux et c'était un des leviers pour participer au cofinancement Mhm. de la colocation. Et il y avait aussi un travail que le bailleur avait engagé, je crois, auprès de la Banque des Territoires sur des financements dédiés pour l'accompagner dans cet aspect-là. Mais là, je n'ai pas tous les éléments de détail sur ce montage financier. C'est quelques échanges que j'avais eus avec eux. Mhm. Mais clairement, aujourd'hui, il y a des dispositifs que les opérateurs immobiliers peuvent solliciter pour pouvoir approfondir leur projet. Oui, tout à fait. Mhm. Je vous invite peut-être aussi à regarder dans notre projet Totec ou solution d'élus, ouais, bon, qui est en cours d'être réorganisé sur notre site, mais avec un certain nombre d'exemples de projets d'habitat inclusif, avec différents types de financements également mobilisables qui peuvent être présentés. Alors, si nous n'avons pas d'autres questions, il me reste à remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants et des communes qui ont témoigné cet après-midi dans ce webinaire sur le vieillissement dans les petites villes de demain. Notre objectif aujourd'hui, c'était de vous parler de prévention et d'action pour promouvoir le bien vieillir dans les petites villes de demain. Nous espérons que vous avez pu, grâce à ces interventions, avoir de nouvelles idées, des idées et des outils pour agir dans vos communes. Alors, je veux aussi vous rappeler les prochaines dates de notre saison thématique Bien vieillir dans sa petite ville de demain, puisque la semaine prochaine, le 20 mai à 14 heures, nous aurons un webinaire sur les enjeux de santé environnementale et le 22 mai, jeudi 22 mai à 14 heures, nous aurons un webinaire de retour d'expérience et de décryptage de l'offre de services du CEREMA, de l'ADEME et du réseau relais des villes santé de l'OMS. Voilà. N'oubliez pas ces dates et une autre date importante à noter à vos agendas, c'est celle de l'atelier In situ qui va clore notre saison thématique santé. Cette année, l'atelier In situ se situera dans le Finistère, dans la très belle commune petite ville de demain de Quimperlé, dans le sud Finistère. Ce sera les mardis 24 et 25 juin prochains. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à cet atelier In situ qui sera consacré au levier de l'urbanisme favorable à la santé, avec la présence des témoignages de Petites Villes de demain, mais aussi la présence d'experts et de chercheurs pour nous aider à réfléchir et approfondir ce sujet. En tout cas, merci de votre participation. Le replay de ce webinaire sera disponible, comme les autres webinaires, sur notre chaîne YouTube PVD. Très bel après-midi à tous et à bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée à tous.